Écoutez, au fond, ça me semble assez simple. Les citoyens européens, dans aucun des 28 pays, ne connaissent et comprennent encore moins le fonctionnement des institutions européennes. Pour eux, pour la majorité, mais l'écrasante majorité d'entre eux, l'Union européenne, c'est Bruxelles. Bruxelles entre guillemets. Ce qui ne veut rigoureusement rien dire. Parce qu'ils ne disent pas c'est la Commission ou ceci ou cela. Non, ils disent Bruxelles. Et ils disent Bruxelles parce qu'ils ne comprennent rien, parce qu'ils ne savent rien. Alors, ils n'en sont pas particulièrement coupables parce qu'il faut bien dire que ces institutions, et surtout leur fonctionnement, sont à la fois totalement illisibles et complètement obsolètes. Et dans ces institutions, la seule qu'ils connaissent vaguement, c'est la Commission. Et ils ont le sentiment que tout le pouvoir dans l'Union européenne, c'est la Commission. C'est une énorme erreur. Il y a un centre et un seul vrai centre de pouvoir dans l'Union européenne, c'est le Conseil européen. C'est-à-dire la réunion, l'Assemblée, j'aime bien dire le Soviet, des 28 chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans une Europe fédérale, ni même dans une Europe communautaire. Nous ne sommes même pas dans une Europe tendante au fédéralisme, non. Nous sommes réellement dans le fonctionnement vrai de l'Union européenne, dans l'Europe des nations. C'est-à-dire que les décisions sont prises entre les responsables nationaux des 28 pays membres. Alors, à côté de ça, ils savent qu'il y a un Parlement parce que c'est la seule institution pour laquelle on les appelle à voter. D'abord, ils y vont de moins en moins nombreux, chaque année, enfin à chaque vote, et ils y vont de moins en moins nombreux à chaque fois parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le rôle du Parlement européen. Ils ne voient pas de rôle à ce Parlement, alors qu'il en a un, parce que ses pouvoirs, malgré tout, qui étaient presque inexistants au démarrage, se sont étendus, se sont réellement étendus. Oui, il y a un pouvoir du Parlement, il y a surtout un formidable travail du Parlement européen. Très critique, on débat réellement au Parlement, sans doute au Parlement européen, sans doute beaucoup plus, je vais vous dire, que dans les parlements nationaux, sur le fond des choses. Mais comme de ce travail, il n'y a pas de conséquences pratiques réelles, parce qu'encore une fois, tout le pouvoir est au Conseil européen, aux 28 dirigeants, l'essentiel, je veux dire, du pouvoir, est aux 28 dirigeants nationaux, eh bien, voilà, le Parlement est méconnu, et ses membres encore plus. Alors ça, c'est la principale raison. Et puis, à côté de ça, il y a des raisons annexes qui comptent beaucoup moins, mais qui comptent un peu. C'est que dans beaucoup de pays, et notamment en France, ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, et notamment en France, les partis politiques ont très largement tendance à présenter comme candidats au Parlement européen, au Parlement de Strasbourg, des gens dont ils veulent se débarrasser. Parce que ils ont trop de personnalité. Exemple, Michel Rocard, qu'on a envoyé siéger au Parlement, parce que finalement, il empêchait de danser en rond au Parti Socialiste, mais on pourrait donner bien d'autres exemples. Ou bien on envoie des repêchés de l'échec. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas réussi à se faire élire dans des élections nationales, et on leur donne comme lot de consolation, et cela dit toute l'estime dans laquelle le Parlement est tenu par ces partis, on les envoie, ou on essaye de les envoyer, s'ils se font élire naturellement, au Parlement de Strasbourg. Alors c'est la deuxième raison. Et puis... Il y aurait une sorte de mépris pour les eurodéputés par rapport à l'élite nationale, l'élite parisienne, enfin l'élite de l'Assemblée nationale. Oh, écoutez, en France, il est absolument clair que la filière noble, c'est les élections nationales et que la filière secondaire, c'est les élections européennes. J'entends dans les partis. C'est absolument navrant, parce que la filière essentielle devrait être le Parlement européen, beaucoup plus que toute autre élection
parlementaire ou régional en tout cas, en France, mais voilà, c'est la situation. C'est la situation et elle peut s'expliquer par le premier point. J'y reviens. C'est que finalement, les partis ne voient pas beaucoup plus que les citoyens ce qu'est ou ce que devrait être le rôle du Parlement. C'est pour ça qu'il serait absolument essentiel qu'après les prochaines élections, celles du 25 mai, celles qui viennent, la majorité qui sortira de cette élection, la seule élection pan-européenne, ait le courage, ou plus que le courage d'ailleurs, la détermination de refuser à la présidence de la Commission, enfin d'investir à la présidence de la Commission, puisque le Parlement doit investir, doit donner son investiture au candidat ou à la candidate qui est présentée par le Conseil européen, par les 28 dirigeants nationaux. Eh bien, ils peuvent dire, dans le cadre des traités existants, sans faire une révolution institutionnelle, et ils peuvent dire, écoutez, vous pouvez présenter qui vous voulez, ce sera non, si ce n'est pas le chef de file de la majorité parlementaire sorti du vote. Ce serait quand même bien la moindre des choses. Parce que, finalement, la Commission, c'est l'exécutif communautaire. Et si l'exécutif communautaire n'est pas dirigé par le chef de file de la majorité parlementaire à laquelle l'électorat pan-européen a donné sa confiance, que cette majorité soit verte, démocrate chrétienne, enfin conservatrice si vous préférez, socialiste ou social-démocrate, peu importe la couleur. Mais bon, voilà, si on est en démocratie, et on l'est, il serait absolument logique que ce ne soit pas les États qui imposent leur candidat à la présidence de la Commission avec une ratification du Parlement, mais que ce soit le Parlement qui disait écoutez, voilà, il y a une majorité parlementaire qui procède du suffrage universel pan-européen et il est bien évident que le président de la Commission doit être le chef de file de cette majorité parlementaire ou de cette coalition d'ailleurs, enfin peu importe, mais de cette majorité parlementaire. Ça va être une bataille, On peut beaucoup craindre que les députés européens, ou en tout cas un nombre suffisant d'entre eux, cèdent aux amicales pressions des États, de leur parti qui a la majorité dans leur État, etc., en disant mais non, enfin quand même, on ne peut pas ouvrir une crise institutionnelle, une bataille entre le Conseil et le Parlement, etc., etc. Si, il faudrait absolument ouvrir cette bataille institutionnelle pour une raison très simple. Premièrement, la raison de démocratie, tout simplement. Et puis, deuxièmement, si le Parlement tenait sur cette ligne, à ce moment-là, soudain, l'électorat pan-européen, les citoyens européens, comprendraient que finalement, dans ces institutions européennes, au-delà de cette confusion apparente, eh bien, il y a, comme dans tout ensemble de nature fédérale, une chambre des États, le Conseil européen, dans laquelle chaque pays membre a un représentant, quelle que soit sa taille, et une chambre de l'Union, le Parlement européen, dans laquelle le nombre de députés est évidemment proportionnel à la population de chacun des États membres. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le Sénat, c'est la chambre des États. Là-bas, il n'y a pas un représentant par État, mais deux, quelle que soit la taille de l'État américain. Et puis, il y a la Chambre des représentants, qui est la Chambre de l'Union, où, évidemment, encore une fois, le nombre de représentants, en l'occurrence, chez nous en Europe, c'est des députés, peu importe, le nombre de représentants est proportionnel dans chaque État à la taille de la population de chacun de ces États. Et si on avait cette bataille, soudain, on verrait très très bien la Chambre des États, la Chambre de l'Union. Et on verrait immédiatement une deuxième chose, c'est qu'il y a une disproportion absolue dans l'Union européenne, des pouvoirs de la Chambre des États et des pouvoirs de la Chambre de l'Union. La Chambre de l'Union, bon, c'est un petit peu plus qu'il y a 15 ans ou 20 ans, mais c'est presque rien. La Chambre des États, c'est presque tout. C'est absolument anormal. Et c'est d'autant plus anormal que le pouvoir à la Commission ne procède pas de la Chambre de l'Union, mais de la Chambre des États. Si on pouvait, à l'occasion comme ça d'une bataille de principe, faire progresser
la compréhension de ces institutions et la compréhension de leur faiblesse et de l'anomalie complète du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne. Mais écoutez, ce serait un pas gigantesque parce que les gens cesseraient de dire Bruxelles, ils diraient le Parlement, la Commission, le Conseil. Ouais, mais pour ça, il faut que les gouvernements l'acceptent, quoi. L'acceptent à un moment donné. Mais écoutez, il faut que les gouvernements l'acceptent. Si le Parlement tient bon et qu'il dit non à tout candidat présenté par le Conseil européen qui ne soit pas le chef de file de la majorité parlementaire, ben c'est un bras de fer. C'est un bras de fer parce que le président de la Commission doit être présenté au suffrage du Parlement par le Conseil européen. C'est les institutions. Mais d'un autre côté, le Parlement a le pouvoir de refuser le candidat qui lui est présenté par le Conseil européen. Donc effectivement, c'est un bras de fer institutionnel. Oui, parce ça va que avoir lieu, là, aux prochaines élections. Beaucoup de gens le souhaitent, Oui, de gens le souhaitent, énormément de gens le souhaitent. Je vous rappelle que c'est une idée de Jacques Delors qui date il y a presque 20 ans maintenant. Oui, presque 20 ans maintenant, qu'il se bat là-dessus parce que, évidemment, que ce serait un formidable progrès du fonctionnement démocratique de l'Union européenne et surtout de la clarté institutionnelle. Mais évidemment que les États n'en veulent pas. Et évidemment que les pressions des États sur le Parlement seront formidables. Alors, écoutez, je ne sais pas si le Parlement tiendra bon, mais je sais que l'idée est de plus en plus forte aujourd'hui, que de plus en plus de gens la défendent. Et si au moins il y avait une bataille, même si au bout du compte elle était perdue par le Parlement, mais si au moins il y avait une bataille et que ça durait, et que non, on ne veut pas de ce monsieur Dupont, non, on ne veut pas de cette madame Durand, parce que il ou elle n'est pas le chef de file de la majorité parlementaire procédant du suffrage universel par l'européen. Même si au bout du compte, à l'issue d'un compromis boiteux, etc., on trouvait un arrangement et que ce n'était pas réellement ça, le simple fait que la bataille ait eu lieu, ce serait déjà un progrès considérable. Mais s'ils n'ont pas voulu ça, c'est parce qu'ils ne... Enfin, si les chefs d'État n'ont pas voulu ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que le Parlement ait suffisamment de pouvoir ou quoi? Ou c'est bien pire que ça. C'est parce que les États ne veulent absolument pas céder la moindre de leurs prérogatives dans le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, ils acceptent, ça ils sont bien obligés, de chercher et de passer des compromis entre eux-mêmes. Mais surtout que personne ne se mêle, d'autres que nous-mêmes, les dirigeants nationaux, ne se mêlent de cela. Et il y a une chose tout à fait étonnante, c'est qu'aujourd'hui les europhobes disent oui, ce monstre fédéral qu'est l'Union européenne, qui nie les nations, etc., etc. Mais ils se gourrent complètement. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup plus qu'au début des communautés, beaucoup plus qu'après le traité de Rome, nous vivons le triomphe de l'Europe des nations. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est l'Europe des nations, puisque c'est le conclave ou le soviet des dirigeants nationaux qui décident de tout, c'est-à-dire des grandes orientations, c'est-à-dire de l'essentiel, Et c'est une carence démocratique, là, quelque part. Bah écoutez, les dirigeants nationaux en question vous répondraient, et ils n'auraient pas complètement tort, que, écoutez, carence démocratique, nous sommes élus dans nos pays, donc c'est pas du tout la dictature, nous procédons du suffrage universel, nous aussi. Mais c'est une carence démocratique absolue, oui, en ce sens que le Conseil européen, depuis quelques années maintenant, décide de politiques qui s'appliquent à chacun des citoyens européens, c'est-à-dire décide de politiques pan-européennes et qui touchent tous les citoyens, pas un secteur particulier, pas les agriculteurs ou les pêcheurs ou les ceci ou les cela, non, tous les citoyens européens. Or, ils n'ont pas été élus sur un programme pan-européen. Ils se sont tous fait élire sur des programmes nationaux, sans exception. Et donc, il y a là quelque chose, une anomalie absolument fondamentale et qui est parfaitement bien ressentie par les citoyens européens, d'où cette crise, ce désamour, ce divorce croissant entre les Européens et l'Union. Mais qui nous impose ces politiques pan-européennes? Est-ce que nous les avons élus, ces gens, pour faire cela? Non, personne n'a élu ces gens pour faire cela. Ils ont été élus, chacun d'entre eux, la chancelière allemande, M. Hollande, etc., enfin tous sans exception, ils ont été élus sur des programmes nationaux. Alors de temps en temps, oui, il y a un petit paragraphe sur la politique européenne, enfin fondamentalement, ils ont été élus sur des programmes nationaux. Ce qui est une illusion. Ce qui est une illusion et ce qui en vérité est un problème, évidemment, pour la démocratie
dans l'Union pour la démocratie pan-européenne, mais ce qui est aussi un programme pour la démocratie nationale. Parce que nous élisons des dirigeants nationaux dans chacun de nos pays sur des programmes nationaux qui deviennent chaque année de moins en moins opérants, puisque les politiques nationales ont de moins en moins de poids par rapport aux politiques pan-européennes. Ça ne va pas du tout. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il faudrait donner au Parlement l'initiative législative qu'ils n'ont pas en fait? Ils peuvent amender, mais ils n'ont pas l'initiative. Mais ce serait éminemment souhaitable, et ce qui serait certainement souhaitable, c'est que d'une manière générale, les pouvoirs du Parlement soient beaucoup plus larges qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et encore une fois, c'est fondamental que l'exécutif européen procède à travers le Parlement du suffrage universel pan-européen. Il devrait plus être calqué en fait sur le fonctionnement national. C'est-à-dire que leur Assemblée nationale, l'Assemblée des députés devrait avoir un... Écoutez, à l'exception de la France où nous avons un système présidentiel, les 28 pays européens sont des démocraties parlementaires. Il est évident que le système de la démocratie parlementaire, pour toute cette simple raison, 27 contre 1, la France, avec son système présidentiel, sera prépondérant dans l'Union européenne. Ce n'est pas plus mal, parce que imaginons un président élu au suffrage universel, on n'y est pas encore, hein, véritablement. Et donc, oui, il faudrait que ce Parlement, qui encore une fois est la seule institution procédant du suffrage universel dans l'Union européenne, il faut qu'il ait beaucoup plus de pouvoir. Et il faut qu'enfin, la Chambre de l'Union ait des pouvoirs au moins égaux ou tendant à l'égalité avec la Chambre des Nations. Je veux bien admettre qu'il faut du temps, que ceci, que cela, mais qu'au moins ce soit un objectif, qu'au moins on reconnaisse le bien fondé de cette nécessité ou de cette aspiration. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.